L'exposition pour 2020, c'est Biodiversité 2, crise de conscience, qui en fait prend la suite de Biodiversité, crise et châtiment, qui avait été exposée l'an dernier. Donc il s'agit en fait plus d'une extension de cette première exposition, qui notamment se ramifie dans les différentes salles du musée. L'objectif, c'est de faire comprendre les mécanismes en fait qui sont à l'œuvre, expliquer tout d'abord ce qu'est la biodiversité, en quoi elle est importante. Pourquoi aujourd'hui on va parler de crise? L'idée, c'est de donner les clés de compréhension du monde naturel et les liens qui nous lient au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue émotionnel. Par bien des biais, on est lié à la nature. Parfois, qu'on oublie, il y a une distanciation qui est prise. C'est peut-être d'ailleurs un bon indicateur. On voit aujourd'hui ce que la distanciation physique peut avoir de contraignant, de douloureux. Cette distanciation, on l'opère aujourd'hui avec la nature et il y a aussi des choses du coup qui deviennent contraignantes et douloureuses. Les panneaux de cette exposition ont été construits en compilant les études scientifiques des dernières années. On entend beaucoup de pourcentages, de nombres, de ratios. L'idée, c'était un petit peu de remettre tout ça à plat, mais en se fondant vraiment sur des sources sûres, de pouvoir rendre accessible une donnée vérifiée, d'essayer de l'expliquer, que chacun puisse s'en saisir pour en faire sa propre compréhension, sa propre interprétation. Une nouveauté de cette année, c'est l'installation de ces QR codes pour avoir en fait la traduction des textes en anglais et en allemand. C'est une réponse un petit peu aux demandes du public et pour une région frontalière, ça prend tout à fait sens de traduire en allemand notamment, mais en anglais également. La pièce dans laquelle on se trouve, en fait, elle est assez intéressante puisqu'on va y traiter en partie donc du monde marin et également des invertébrés. Et ces deux catégories d'êtres vivants, elles sont un peu sous-estimées dans le sens où on n'a certainement pas inventorié et décrit la totalité des espèces dans ces deux catégories. On a une assez mauvaise estimation du coup de l'impact que la crise de la biodiversité a sur ces espèces, qui pourtant sont assez conséquentes quand même en dimension, puisque voilà, le monde marin, c'est énormément d'espèces qui sont concernées parce que c'est les espèces qui vivent dans l'eau ou à proximité sur les côtes littorales. Et pour les invertébrés, donc c'est les insectes, les mollusques. On en connaît à peu près 1 milliard. On pense qu'il y en a peut-être à peu près 10 milliards à connaître. C'est vraiment un terrain d'exploration tout à fait excitant, mais il faut se dire aussi que les actions qu'on mène aujourd'hui sur les espèces qu'on connaît déjà, qui nous sont peut-être plus familières comme les mammifères ou les oiseaux, ont fatalement un impact sur toutes ces espèces qu'on ne connaît pas, puisque c'est le principe des écosystèmes. La biodiversité, pour rappel, ça se joue au niveau des espèces, mais ça se joue aussi au niveau des écosystèmes et au niveau génétique. Il faut prendre vraiment en compte ces trois paramètres si on veut opérer une protection correcte de la biodiversité. Pour ce qui est des primates, il y a 700 espèces de singes qui sont connues, dont 62% sont menacées aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit nous alerter un peu. En fait, on a souhaité faire un focus parce que génétiquement, c'est une espèce qui est très proche de l'homme. On a des ancêtres communs, on appartient toujours à cette famille des primates. Et c'est vrai que ce qui leur arrive à eux, ce qu'on peut-être nos actions leur infligent, peut nous inviter à regarder un peu plus attentivement ce qu'on fait à notre environnement et comment ça peut nous impacter. La protection de la biodiversité, c'est pas simplement pour avoir le loisir de jouir visuellement ou acoustiquement de la beauté de la nature. C'est aussi se préserver nous. À l'instar de toutes les autres espèces, nous aurons toujours besoin de respirer de l'air pur, de manger de la nourriture non polluée qui vient de la terre, de boire de l'eau propre. On a aussi rajouté une extension en géologie pour creuser un petit peu plus la question des crises du passé. C'est quand même difficile de se faire une idée précise de ce qu'ont été ces crises antérieures. Les restes fossiles sont par définition lacunaires, c'est un petit peu des exceptions, mais ça nous oriente sur une histoire de la Terre et ça montre aussi en fait que l'histoire de la biodiversité, elle se joue pas qu'aujourd'hui, elle est la résultante en fait d'une histoire de plusieurs millions, milliards d'années.
17,2% des espèces en Alsace sont considérées comme menacées aujourd'hui. Les mécanismes, il faut comprendre en fait qu'ils sont les mêmes qu'à l'échelle mondiale. En Alsace, les espèces sont impactées également par donc, la fragmentation, la disparition des habitats, la pollution. On peut citer par exemple le lynx qui avait été réintroduit dans les années 80. La frange de répartition est un peu fluctuante et en Alsace, il a du mal à se réétablir pleinement. Le grand tétras, on en a pas mal parlé l'an dernier, mais c'est vrai que c'est une espèce qui est un peu emblématique de ce qui se passe. Parmi les réintroductions qui ont plutôt bien marché, il y a également le grand-duc dont on peut parler. Il y a le retour de la cigogne noire également. Donc voilà, ça va, ça vient, mais il y a tout de même des espèces qui ont du mal à trouver leur place. Dans l'exposition Biodiversité 2, effectivement, on a fait une petite place pour une exposition annexe qui s'appelle Cartooning for Tree, une exposition de dessins de dessinateurs de presse autour de la thématique de l'arbre. Cette exposition, donc, on l'a voulu en complément de la première pour apporter un autre regard, un autre angle d'attaque sur la biodiversité, sur cette thématique-là. Ça permet de passer des messages sans forcément avoir besoin de lire de texte. Ça fait appel aussi à l'émotionnel, à l'humour. Le but, c'était de toucher un public peut-être moins scientifique ou plus artistique ou un public plus critique aussi peut-être et également un public étranger. C'est vraiment ça la beauté du geste du dessinateur, il est vraiment universel. On est parti d'un constat, c'est que tous les dessinateurs pratiquement un jour ont dessiné quelque chose sur un arbre. Et l'arbre, c'est symboliquement assez fort sur tout ce qui est biodiversité, nature. Et je ne me voyais pas, moi, faire une expo personnelle avec 30 dessins sur l'arbre. Et j'ai contacté tous les dessinateurs de presse, collègues que je connais. Et pratiquement tous les dessinateurs contactés ont répondu présent. On fait tous du cartoon. Alors on peut le traduire par dessin de presse, dessin d'humour, dessin d'actualité, mais c'est pas vraiment ça, un cartoon. C'est un dessin qui est censé faire sourire, mais qui est censé aussi amener de la réflexion et qui n'est pas forcément drôle. Donc tous ces dessinateurs contactés sont des professionnels du dessin, du cartoon, d'où le Cartooning for Tree. Il y a 26 dessinateurs, et il y a 35 dessins. C'est difficile de les citer tous. Hein. Il y a CAC, qui est président de Cartooning for Peace. On a Pierre Balouet, président de France Cartoon, qui est une espèce d'association de dessinateurs francophones. On a Thierry Barrigue, qui est un dessinateur suisse. Et parmi les têtes d'affiche, il y avait Marilena Nardi, qui est italienne, et qui fait des dessins qui ne font pas rire. Voilà. De mon côté, moi j'ai aussi 4 dessins, dont le dessin de l'affiche. C'est d'ailleurs ce dessin qui a déclenché toute l'opération, puisque c'était un arbre. Et de cet arbre, on a décidé de décliner avec plein d'autres dessinateurs. Et ce qui est agréable aussi à constater, c'est la diversité de styles parmi tous ces dessinateurs contactés et la diversité d'angles. Un musée d'histoire naturelle ou d'ethnographie, on a toujours tendance à trouver ça un peu un côté scolaire, rébarbatif, alors que c'est faux, parce que c'est vrai que c'est assez sympa à visiter. Et les dessinateurs, surtout les dessinateurs de cartoon ou de dessin de presse, on est toujours un peu considérés comme des amuseurs. On n'est pas dans la catégorie artistes reconnus, comme les vrais artistes qui font des vrais dessins et des vrais tableaux. Et le fait que nous, amuseurs, on soit invité à exposer dans un musée et que le musée profite de ce côté décalé, moi je trouve que c'est un échange gagnant-gagnant qui est assez sympa. Et finalement, c'est vrai qu'on est deux métiers qui essayons d'éveiller les consciences, quoi, c'est vrai. L'idée, c'est pas de déprimer les gens, c'est pas de dire tout s'écroule, tout s'effondre, tout s'éteint. Il y a encore des choses à jouer, la nature est extrêmement résiliente. On l'a constaté ces derniers temps pendant le confinement, des pans entiers de nature ont été laissés tranquilles et les espèces ont vraiment repris le pas. Et ça, c'est vraiment un signal qui est assez fort et assez encourageant.